Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français. Comme chaque semaine, comme chaque mois, n'hésitez pas à nous laisser vos feedbacks sur Twitter, sur LinkedIn et les autres médias sociaux. Vous votez avec le petit pouce vers le haut ou la petite étoile pour dire que vous aimez bien. Ça nous aidera à être mieux référencés. Vous êtes des milliers maintenant à écouter les épisodes chaque mois. Je vous en remercie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Erwan Niquet, qui est responsable du pôle technologique chez Bonduel. On enregistre cet épisode à Lille, qui sont la terre natale de Bonduel. Bonjour Erwan, merci d'être là. Alors dis-nous, Bonduel, presque tout le monde connaît, mais il y a certainement des aspects qu'on ne connaît pas. Ah oui, Bonduel, tout le monde connaît la marque Bonduel. Par contre, il y a peu de gens qui savent qu'aujourd'hui, Bonduel est une entreprise internationale, puisqu'on est présent un peu partout en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud. Et donc pour tourner un gros business en multinational sur plusieurs pays comme ça, vous avez des besoins informatiques spécifiques. Quels sont les challenges au niveau IT que tu as à affronter, on va dire? Alors, on va dire que Bonduel a besoin, comme beaucoup d'entreprises, de tout ce qui est de l'informatique liée à la supply, à la finance, aux ressources humaines. Après, il y a une partie du business de Bonduel, une grosse partie qui est liée à l'agro, la partie agricole, et qui a de plus en plus de besoins d'IT et qui a ses propres challenges pour résoudre des situations un peu complexes. Et c'est pour ça que vous avez commencé à regarder les solutions cloud il y a quelques années? Non. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous a amené sur le cloud? Le cloud, en fait, ça remonte à 2016. On entendait beaucoup parler du cloud et on s'est posé la question, comme beaucoup d'entreprises, je pense, est-ce qu'on a un intérêt à aller vers le cloud, pas forcément à migrer, mais à aller vers le cloud? Et du coup, on a fait une étude avec une société de conseil qui l'étude a montré qu'en fait, on avait une opportunité d'aller dans le cloud. Et après, on a approfondi cette étude et on s'est rendu compte qu'on pouvait aller dans le cloud avec un ROI et qu'on pouvait migrer l'intégralité de nos data centers avec un ROI là-dessus. Et c'est ça qui a porté le sujet de la migration. Et donc, vous avez commencé, tu disais, il y a quelques années? En 2016 pour l'étude, et la vraie migration a débuté à partir de septembre 2017. Et les facteurs déclenchants, alors c'était quoi? C'était uniquement le ROI? C'était le premier motivateur? C'était de réduire les coûts? Aller vers le cloud, il y a plein de drivers pour aller vers le cloud. Il y a la partie aller plus vite, réduire le time to market, la partie innovation, puisqu'on peut utiliser plein de services qui sont packagés qu'on ne pouvait pas utiliser avant, l'intelligence artificielle et tout ça. Donc il y a plein de raisons d'aller vers le cloud. Par contre, la partie migration de nos data centers vers le cloud, c'était plutôt lié à du bénéfice, à du ROI. À du ROI. Et quelle a été votre démarche? Comment vous avez entrepris ce projet qui est un peu intimidant certainement au début? On me dit voilà, j'ai un paquet d'applications qui tournent dans mes data centers, je sais comment les opérer et les tourner. C'est un changement technique, c'est un changement humain également. Comment vous avez abordé cette démarche? Alors effectivement, il y a deux volets. Il y a la partie humaine qu'il ne faut absolument pas oublier, puisque aller vers le cloud, ça transforme beaucoup certains métiers, notamment tous les métiers autour de l'infrastructure, et c'est quelque chose qu'il faut aborder très en amont. Il faut bien communiquer, il faut montrer aux opérationnels l'intérêt pour eux d'aller vers le cloud et quel sera leur métier de demain, et que ça a un intérêt que leur métier de demain sera aussi intéressant, voire plus intéressant que ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui. Donc il y a toute une phase de conduite du changement qu'il faut prendre en compte bien en amont du projet. Et après, effectivement, il y a toute la partie technique, voir comment on va transférer nos data centers vers le cloud, comment on va fluidifier nos applications, et donc il y a tout un travail autour de ça. Donc comment vous avez fait? Il y a plusieurs approches, migrer application après application. Il y a aussi mettre en place peut-être une cellule de compétences cloud qui définit le cadre dans lequel vos équipes vont évoluer. On a travaillé avec un partenaire pour justement définir ce cadre, voir comment on allait dans le cloud, quelle était l'architecture de notre futur cloud. Donc ça a été fait avec un partenaire qui est très important dans la migration, puisque c'est vraiment lui qui nous a apporté les compétences. Et ensuite, on a travaillé pour chaque application les différents moyens qu'on pouvait avoir pour les migrer. Les unes après les autres, on est parti. On s'est dit qu'on allait commencer petit. On s'est dit qu'on allait faire une migration sur 3 ans avec la première année se limiter à 6 applications. En fait. C'était vraiment l'objectif, 6 applications pour la première année pour apprendre sur le cloud, voir un peu faire des erreurs et que ça ne nous coûte pas trop cher en fait, pouvoir faire des erreurs et faire revenir en arrière. Et donc pour ça, on a décidé d'y aller très doucement avant d'accélérer et d'industrialiser en année 2 la migration.
De quel genre d'application on parle, juste pour que nos auditeurs puissent s'imaginer? Est-ce qu'on parle d'application client-serveur avec une base de données? Donc, vous avez une base de données, un serveur applicatif, peut-être un front-end? C'est des applications très classiques, effectivement, avec des application server, une base de données, un serveur de traitement parfois ou pas. Ça reste des applications très très classiques qui étaient fournies par des éditeurs du marché, avec qui il a fallu travailler justement pour les migrer vers le cloud. D'accord, et tous les éditeurs embrassent le cloud à bras ouverts. Oui. Non, c'est un des freins au changement, hein, c'est que quand on a besoin de rendre une application compatible cloud, les éditeurs parfois sont très frileux, voire même certains nous ont clairement dit que si on partait vers le cloud, on serait plus supporté. Donc ça, c'est un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, c'est dire vérifier avec vos éditeurs logiciels s'ils vous accompagnent. Incluez-les dès le début du projet. Et après, il faut les convaincre, en fait. Certains ont une vision du cloud qui n'est pas mature, en fait. Ils imaginent quelque chose de très compliqué. Effectivement, quand on va vers AWS, on parle de serverless, on parle de plein de choses, de microservices. Et donc, les éditeurs ont une idée, ils ont l'impression que leur application ne pourra jamais être compatible. Alors que, au final, si on reste sur de l'infrastructure EC2 avec des bases de données sous RDS, ça reste quand même assez semblable. Très semblable à ce qu'on peut faire. Et donc, on arrive à leur montrer qu'effectivement, il n'y a rien de non plus révolutionnaire sur cette partie-là. Comment la migration se passe typiquement pour une application? Vous avez un downtime de quelques jours, le temps de migrer les données, ou sur des applications plus critiques, vous ne pouvez pas vous permettre de downtime? Comment ça marche techniquement de bouger des données d'un bout à l'autre? Alors, il y a toujours effectivement un moment où on va faire le switch pour passer de l'infrastructure on-premise à l'infrastructure cloud. On essaie de le minimiser, donc on charge les données avant, parfois on duplique les flux pour que les flux alimentent toutes les bases de données, les deux bases de données, comme ça on peut faire un switch durant une nuit avec une interruption minimale. Après, il y a toujours une interruption, ne serait-ce que pour valider l'intégralité des flux avec les fonctionnels, valider que l'application fonctionne, on se laisse une marge de manœuvre, ou on empêche le métier de travailler dessus au cas où il y a un problème pour éviter d'avoir de la donnée qui ne serait à un endroit et pas à l'autre. Alors, il y a plusieurs modes de migration vers le cloud. Le mode le plus typique et probablement le plus simple, c'est ce qu'on appelle le lift and shift. Donc, on prend l'application, on la déplace et on la remet dans le cloud. J'aime bien l'image du transpalette qui vient se mettre en dessous de la palette et qui lève le truc. Est-ce que c'était votre approche? Est-ce que vous avez aussi profité de cette migration pour replatformer, pour utiliser des services managés comme Amazon RDS plutôt que de manager vos bases de données vous-même? Comment vous avez pratiqué? Alors, on a essayé de faire du lift and shift, mais on a vite décidé d'abandonner parce que, lift and shift, clairement, on va devoir faire du Big Bang, on va passer de l'un vers l'autre d'un coup d'un seul, on n'aura pas l'occasion de tester avant, tandis que quand on migre, on migre réellement l'application. Il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que on en profite pour réduire complètement la dette technique, en fait, la mettre à zéro en réinstallant les choses proprement. Sur des versions les plus récentes, et donc on fait fi du passé. On a aussi, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, mais on parle de lift and shift. Comment vous avez fait pour et en fait, le fait de tout réinstaller, ça nous permet aussi d'optimiser en fait pour le cloud. Le cloud propose des avantages, mais si on fait exactement comme avant, en fait, ces avantages sont pas forcément waouh. Tandis que si on s'adapte au cloud et qu'on fait vraiment comme le cloud fonctionne, si on s'adapte vraiment à son fonctionnement, on va avoir des gains beaucoup plus importants, que ce soit en réactivité, en exploitation, en coût, en tout ça. Donc ça vaut vraiment le coup de migrer l'application entièrement et pas de faire simplement ça veut dire quoi très concrètement? Vous n'avez pas pris un backup de vos machines on-prem et puis redéployé dans le cloud, vous avez réinstallé from scratch un nouvel OS. Ça veut dire des scripts d'automatisation également? Peut-être que vous utilisez CloudFront ou des scripts pour booter des nouveaux environnements automatiquement? On utilise peu CloudFront. CloudFormation. Mais on s'était compris. On utilise peu CloudFormation. On est plutôt Terraform. D'accord. Donc, quand je dis CloudFormation, on est vraiment sur une infrastructure as code. C'est l'automatisation, effectivement. Et on automatise, et quand on migre une application, on voit jusqu'où on va l'automatiser et quel intérêt de l'automatiser jusqu'au bout. Mais donc on a des applications où il n'y a que l'infrastructure qui est automatisée. Il y en a d'autres où on est allé de A à Z, de l'application est complètement automatisée, ce qui veut dire qu'on peut
facilement gérer de l'autoscaling puisqu'on peut recréer des machines et puis on a voilà. Ça veut dire que vous pouvez aussi créer des environnements de test ou de développement à la demande. Exactement, et surtout tous nos environnements, que ce soit le dev, Calif, pré-prod, prod, sont ISO, puisque se basent sur les composants. Les templates master, qui donc, de Terraform. On est sûr d'avoir un ISO sur tous les environnements, et ça aussi, c'est un avantage. Encore 2 aspects que je voudrais aborder avec toi. Un, c'est un aspect coût. Alors évidemment, il y a le coût de la migration. Ça, c'est un projet finalement, et donc c'est pour ça que tu parles de ROI, mais aussi le coût d'exploitation, le coût de tourner votre solution dans le cloud versus on-premises. Quel a été votre retour d'expérience après les premières migrations ? Alors, l'expérience qu'on a eue, c'est en fait la notion de coût au départ. La première année, on avait que 6 applications migrées. On n'a pas trop travaillé les coûts. On a laissé un peu vivre sans trop y faire attention. Puis, on a commencé à industrialiser les déploiements. Et là, on a eu quelques petits soucis en termes de coûts. On a vu que voilà, on n'était plus dans la cible du tout et que si on se projetait, on allait doubler le budget alloué. Et donc, on a eu un petit problème. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a fait ce qu'on aurait dû faire dès le départ. On a fait du FinOps, c'est-à-dire on a essayé d'optimiser notre cloud. Et là, on a réduit drastiquement les coûts. Alors, le FinOps, il y a une partie qui consiste à utiliser ce que AWS propose pour optimiser les coûts. Donc, la partie réservation d'instances, mais aussi beaucoup de, vu qu'on ne paye que ce qu'on consomme, on va essayer de consommer le moins possible. Et donc, on va éteindre nos environnements de dev quand ils ne sont pas utilisés. On va faire en sorte de supprimer tout ce qu'on déprovisionne, en fait, tout ce qu'on éteint, et on doit supprimer toutes les ressources derrière. On va optimiser nos plans de backup. On va travailler sur tous les aspects pour optimiser le coût. Et la bonne surprise, c'est qu'en fait, en faisant ça, le coût du cloud diminue fortement et est inférieur à ce qu'on pouvait avoir auparavant dans nos data centers. Et donc maintenant, vous tournez à un coût inférieur que le coût projet après avoir migré 6 applications. Maintenant, vous êtes à 75% de vos applications qui sont migrées. Et votre coût total est inférieur à ce qu'il était quand vous aviez 6 applications. Il n'est pas inférieur, il est légèrement supérieur. À partir du moment où on a mis en place le FinOps, effectivement, on a eu vraiment une diminution du coût. Aujourd'hui, on est repassé un peu au niveau du niveau de coût qu'on avait il y a un an. Ce qui est normal, puisque le nombre d'applications, l'usage augmente. Beaucoup plus d'applications, mais ça reste au final une bonne surprise parce qu'on n'est pas beaucoup au-dessus de ce qu'on pouvait être il y a un an en fait. Donc on arrive à bien optimiser et donc c'est un vrai vecteur. Et après sur la notion de coût, aujourd'hui, alors ça c'est cette partie migration qui est un gros projet en soi. Par contre, on a tous les nouveaux projets qui arrivent en parallèle et ces projets-là aujourd'hui on les développe en utilisant au maximum les services AWS. Donc on va plus être sur des environnements EC2, on va être sur vraiment du serverless au travers des lambdas notamment. Et là, en termes de coûts, on est à des réductions énormes, en fait. Nos applications, en run, nous coûtent quasiment plus rien avec ces services-là. Parce que pour Lambda, on paye à l'invocation et c'est de tête 20 centimes de dollars par million d'invocations. Exactement. Donc ça fait déjà beaucoup d'invocations. Il faut déjà beaucoup d'invocations pour dépasser. Donc si je résume ce que tu as dit en matière de coûts, deux grandes optimisations. La première est vraiment spécifique à AWS, c'est de l'ingénierie financière. AWS, par exemple, réserver ses instances, réserver sa capacité et payer à l'avance parce qu'au final, on paye moins cher à l'heure. Et l'autre est plus lié à l'usage, comme on paye qu'à la demande, c'est d'éteindre derrière soi quand on quitte la pièce, c'est éteindre les environnements quand ils ne sont pas utilisés, typiquement dev, test. Je rappelle qu'un environnement de dev, il tourne 30% du temps, globalement, de 8 heures par jour, du lundi au vendredi. J'exagère peut-être un peu, mais donc on peut économiser 60% des coûts d'un environnement de dev. Même plus que ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, le week-end et la nuit, il y a peu d'environnements de dev. Il y en a qui fonctionnent, mais il y en a qui ne sont pas utilisés, clairement, la majorité. Mais on s'est aussi rendu compte que la journée, ils ne sont pas tous utilisés. Et en fait, on a aujourd'hui 30% en moyenne sur l'année de nos environnements de dev, Calif, pré-prod, qui sont éteints durant la journée. 30% des environnements éteints pendant la journée, et donc pour lesquels vous ne payez quasiment rien. Alors, je ne vous parle pas des grandes vacances et des choses comme ça, où là, ça monte à des niveaux beaucoup plus hauts, mais voilà, ce qu'on a constaté depuis qu'on le fait, c'est qu'on est... en fait, on a quasiment toujours au moins 30% qui sont éteints. Qui sont éteints, et donc les bénéfices financiers associés qui vont avec. Dernier point que je voudrais aborder, on a commencé vers celui-là, je voudrais terminer par celui-là aussi, c'est l'accompagnement humain.
Tu as mentionné que vous avez travaillé avec un partenaire, et je crois que c'est un point très important, c'est de pas nécessairement y aller tout seul, mais de se faire accompagner. Est-ce que vous avez aussi formé vos équipes en interne? Et si oui, comment vous avez fait pour les former, pour les accompagner? Alors, effectivement, on a eu des formations internes. On a été accompagné par notre partenaire qu'on avait choisi, par AWS aussi, qui est venu chez nous aussi nous former. Et après, c'est vraiment de la formation continue. On a aussi on utilise Linux Academy, qui propose pas mal de choses pour former. Et nos collaborateurs passent leur temps à se former aujourd'hui. En fait, c'est pas une formation initiale et puis après on est parti. C'est une formation continue. Parce que le cloud évolue tout le temps, AWS sort des nouveaux services, il y a des nouvelles façons de faire, et donc ils passent une partie de leur temps à se former sur les nouvelles technologies disponibles. Il y a beaucoup de nos clients qui disent que c'est plus facile d'engager, de motiver ces équipes quand on utilise des technologies cloud en général. Est-ce que tu observes la même chose dans tes équipes? Alors, c'est même plus que ça, en fait. J'ai envie de dire, c'est le jour et la nuit par rapport à avant. En termes de motivation de mes équipes, parce qu'aujourd'hui, ils travaillent sur des actions avec vraiment une forte plus-value. Ils vont plus passer du temps à automatiser des chaînes de CI/CD, à créer de la valeur, qu'avant où ils avaient passé un certain nombre d'heures à raquer et configurer des fermes VMware. Donc ça change complètement leur métier, mais en bien, ils sentent bien qu'il y a beaucoup plus de valeur dans ce qu'ils font et que c'est beaucoup plus valorisant pour eux. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en termes quand on essayait d'avoir des jeunes chez nous, on avait du mal à les garder. Et aujourd'hui, les jeunes s'épanouissent chez nous. En fait, c'est une vraie motivation pour eux d'intégrer Bonduelle. En fait, on commence à être connus sur le marché. On est chez AWS, on utilise beaucoup les technologies cloud. On essaie d'aller au plus loin possible et ça se sait. Et on voit que on arrive à intégrer des jeunes diplômés assez facilement chez nous et qui restent. Et ça, c'est un vrai changement par rapport à avant. C'est quelque chose, je pense, dont nos clients ne parlent pas encore assez, c'est la motivation technique que ça donne. La motivation des équipes et sur laquelle on aimerait revenir également. Clairement, aujourd'hui, les équipes techniques s'éclatent parce que le terrain de jeu est juste énorme. Il n'y a pas de limite, en fait. Même sur nos projets, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à l'époque, il y a 3 ans, on avait peut-être un peu peur de faire de l'innovation, alors qu'aujourd'hui, on n'hésite pas et on y arrive bien. En quelques jours, on est capable de monter des nouveaux services qui apportent de la vraie valeur en utilisant les services packagés. Et ça, on était incapable de le faire avant. Donc, l'état d'esprit de l'IT de Bonduelle a vraiment changé suite à la migration vers le cloud. On passe sur un mode d'innovation et d'agilité. Exactement. Qui est un bon moyen de clôturer cette conversation également et de conclure cette conversation. Merci Erwan pour ton temps et ta disponibilité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés sur le podcast AWS en français. Comme d'habitude, vous nous laissez vos feedbacks sur les réseaux sociaux, Sebsto, SEBSTO sur Twitter, c'est mon Twitter perso. Vous votez avec des petites étoiles et le pouce vers le haut sur les différentes applications de podcast. On est disponible sur Apple iTunes, sur Deezer, sur Spotify et des tas d'autres. Et on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.